Et puis nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de Maître Moussa Diop, directeur général de Dakar Demdik. Il vient nous parler de la mise en circulation de 475 nouveaux bus. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, les activités du chef de l'État. L'ambassadeur de la Thaïlande au Sénégal est venu faire ses adieux au président de la République. Il salue une coopération fructueuse entre le Sénégal et la Thaïlande. Les relations d'échange entre les deux pays ont d'ailleurs de beaux jours dans l'avenir. Elles devraient être approfondies, surtout dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures. Nous écoutons le diplomate au micro de Abou Bakri Khan. Aujourd'hui, je suis venu pour voir le président de la République du Sénégal à l'occasion de mon départ du Sénégal. Alors, je souligne la coopération entre la Thaïlande et le Sénégal dans le domaine de l'agriculture, le domaine de la santé. Et j'espère que dans le futur, la Thaïlande et le Sénégal pourraient continuer notre coopération et avoir les relations plus harmonieuses. Le domaine de coopération que la Thaïlande souhaiterait approfondir avec le Sénégal serait dans le domaine de la santé, domaine de l'agriculture, surtout dans la production du riz, et aussi dans le domaine de ménagement de déchets. Et nous souhaiterons notre coopération pourrait assurer les meilleures conditions pour la population du Sénégal dans le futur. Ce qui m'a vraiment touché durant mon séjour au Sénégal, c'est vraiment les Sénégalais eux-mêmes qui sont très chaleureux, très amicaux et aussi très vivants. Forum des jeunes républicains, les réflexions ont été axées sur les réalisations du chef de l'État, mais également sur la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. C'était en présence du chef du gouvernement. C'est un compte-rendu de Maman Moussagnan. Les réalisations du président de la République, des arguments valables pour Macky Sall pour un second mandat. C'est la conviction de la COJER, Convergence des jeunesses républicaines. Nous sommes des jeunes. Nous avons vu aussi le développement d'une nouvelle carte universitaire. Le président Macky Sall a mis en place les DAC, les domaines agricoles communautaires. Nous avons surtout aussi la gratuité de la césarienne. Ce qui est important pour nous, femmes, on peut parler du PUDC. Cap sur 2017-2019, Nyokores. Nous sommes au devant, prêts pour la réélection de Macky Sall, soutiennent les jeunes. L'électorat est jeune. 70% de la population est jeune. Donc nous, en tant que responsables des jeunesses de l'Alliance pour la République, il faut que nous travaillions à massifier le parti, mais surtout à faire comprendre la jeunesse sénégalaise ce que le président Macky Sall est en train de faire. En vue des échéances électorales prochaines, la mobilisation est imminente. Le défi majeur, c'est la mobilisation. Le défi majeur, c'est l'unité. Le défi majeur, c'est l'efficacité. Et vous êtes sur la bonne voie, vous, les jeunes de la COJER. Venu présider le forum, le Premier ministre a félicité les jeunesses républicaines, les a invités à continuer sur cette lancée. Une offre politique alternative au PSE du président Macky Sall n'existe pas encore dans ce pays. Et il faut le dire, et il faut en être fier. Benno fait, Macky partout, Djereyo. Le maire de Ngor a profité de l'occasion pour rejoindre les rangs de l'APR. Je le disais en titre, financement du plan d'action prioritaire du PSE. Notre pays vient de bénéficier de 2 financements conséquents. Ils concernent l'alphabétisation, mais également l'apprentissage des métiers, mais aussi et surtout le train express régional. Pour ce dernier, le montant s'élève à 197 milliards, un concours financier jamais octroyé par la Banque islamique de développement. Envoyé spécial à Jeddah, Dahaba.
Jeddah, la deuxième ville d'Arabie Saoudite, est une cité commerciale où plusieurs industries ou institutions ont un siège. C'est le cas de la Banque islamique de développement. La BID, dont les premiers jalons ont été posés lors de la réunion de 1973 des ministres des Finances de l'OCI. L'institution financière a démarré ses activités en 1975. Depuis, elle entretient des relations étroites avec le Sénégal. Membre fondateur de la BID, le Sénégal, depuis 2012, s'est doté d'une nouvelle stratégie de développement économique, le PSE, et trouve en la BID un partenaire sûr et engagé. Dans l'exécution de ce nouveau référentiel de la politique économique et sociale du Sénégal, la BID vient de le prouver à nouveau en accompagnant le Sénégal dans 2 projets. La phase 2 du programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers pour la lutte contre la pauvreté PALAM et le train express régional Dakar-AIBD pour un total de 211 milliards de nos francs. Le train express régional, pour lequel la BID apporte un financement de 300 millions d'euros, soit environ 197 milliards de francs CFA, contribuera globalement à la croissance économique du Sénégal conformément aux axes définis dans le PSE. Le PALAM 2 financé par votre groupe à hauteur de 12 milliards de francs CFA permettra de contribuer à plus grande échelle à la réduction de la pauvreté au sein des populations rurales féminines en priorité. La signature de ces 2 conventions a permis au ministre de l'économie, des finances et du plan de révéler 4 faits majeurs dans les relations entre le Sénégal et la BID. Grâce à ces 2 financements et avec un cumul d'approbation de 2 milliards 450 millions, soit environ 1409 milliards de francs CFA, le Sénégal s'affiche aujourd'hui comme le premier partenaire du groupe de la Banque islamique en Afrique au sud du Sahara. La deuxième remarque est relative au constat évoqué par M. le directeur du bureau régional de la Banque islamique de Dakar, que le montant de votre financement pour le terre est de loin le plus élevé jamais approuvé par votre institution en faveur d'un pays membre en Afrique subsaharienne. Troisièmement, lors de la 7e réunion du groupe consultatif pour le financement du PAP, l'institution que vous dirigez s'est engagée pour un financement de 1,1 milliard de dollars, ce qu'il avait positionné comme le premier bailleur sur le plan des annonces de financement lors de cette importante rencontre. Grâce au TER et au PALAM 2, votre groupe vient d'honorer, voire de dépasser ses engagements pris lors de ce rendez-vous avec un cumul d'approbation de 1,114 milliard de dollars américains. La 4e remarque est relative au fait que depuis l'avènement de son Excellence M. Macky Sall au pouvoir en avril 2012, les approbations faites par le groupe de la BID pour le Sénégal ont dépassé celles faites en faveur de notre pays du 1er janvier 1976 au 3 avril 2012. 1,342 milliard de dollars, soit 772 milliards de francs CFA. Alors que pour la période de 1976 à avril 2012, elle n'était que de 1,108 milliard de dollars, soit environ 637 milliards de francs CFA. Avec la signature de ces 2 conventions relatives au projet PALAM 2 et au TER, c'est une journée mémorable pour le Sénégal, un partenaire privilégié du groupe de la Banque islamique de développement. C'est le plus gros partenaire aussi de la BID en Afrique subsaharienne. C'est 197 milliards de francs CFA, correspondant à 300 millions d'euros. Bon, je pense que c'est la première fois que la BID accorde un tel montant dans un seul projet à un pays de l'Afrique au sud du Sahara. Autre symbole lors de cette cérémonie de signature, le président sortant de la BID, le docteur Mohamed Ali Al-Madani, a tenu à 24 heures de la fin de son mandat à signer ces 2 conventions dédiées à 2 projets phares du plan Sénégal émergent. Nous sommes ravis de la signature des 2 accords de financement. Nous sommes persuadés qu'il apportera les résultats économiques et le bien-être en faveur des populations du Sénégal. Permettez-moi d'adresser tout le respect au Sénégal et à son président, M. Macky Sall, pour l'ensemble des efforts consentis pour le développement de la finance islamique, non seulement au Sénégal, mais à l'ensemble de la sous-région.
Le docteur Al-Madani a servi l'institution financière de la Oumma islamique près de 4 décennies. Et le Sénégal de lui rendre un hommage à la hauteur des actes que le docteur Al-Madani, très lié au président Macky Sall, a eu à poser, surtout sur le financement du projet Train Express régional. Si ce projet a pris forme et a vu le jour, c'est parce que vous avez cru au président Macky Sall qui, à l'occasion d'une audience, il y a juste 1 an, vous a soumis la requête de financement et le terre peut valablement être baptisé projet Macky Sall Ahmed Mohamed Ali. Cher Mohamed Ali Al-Madani, vous êtes un bâtisseur et un visionnaire avisé. Grâce à votre conduite des affaires, notre banque a connu une autorité mondiale et a su renforcer sa bonne santé financière, ce qui lui a valu de voir la reconduction d'année en année de sa notation AAA. On le dit souvent, l'histoire est une galerie de tableaux où il y a peu d'originaux. Celle que le Sénégal et la BID sont en train d'écrire en est une, et surtout que l'histoire retiendra que le nouveau président de la BID, le docteur Bandar Al-Hajar, a eu un long entretien avec le ministre de l'économie et des finances pour ensuite faire sa première déclaration publique en marge de la signature des conventions du Palam 2, qui va concerner 300 villages de 5 régions du Sénégal et du train express régional Dakar-AIBD. Darava, vous l'avez dit, c'est le tout nouveau directeur donc de la BID, le tout nouveau président de la Banque islamique de développement a été présent lors de ces signatures de 2 conventions entre son institution financière et le Sénégal. Il a réaffirmé l'option de son institution de soutenir le Sénégal dans sa marche vers l'émergence. Nous l'écoutons au micro de notre envoyé spécial Daraba. Le président élu souhaite la bienvenue au niveau de la BID pour la signature de ces 2 accords qui vont créer non seulement de l'emploi, mais qui vont assurer le développement et asseoir et apporter tout l'ensemble du développement socio-économique du Sénégal. Soyez-en rassurés, monsieur le ministre, que je ferai ceci étant la mission du groupe de la BID. Soyez rassurés, monsieur le ministre, que je ferai le maximum pour continuer à coopérer avec le Sénégal et sur l'ensemble des projets à venir. Et je tiens à venir et vous avez mon assurance et ma confiance là-dessus. Le consul général du Sénégal à Jeddah salue la pertinence des projets du plan Sénégal émergent, ce qui a d'ailleurs motivé la BID à apporter son concours dans la réalisation du train express régional. Voici le consul Mamadou Habib Khan au micro de notre envoyé spécial Dahaba. Le Sénégal est l'un des pays les plus sérieux sur le plan de recouvrement, de remboursement, d'une manière générale. Et ces deux projets, je dirais que c'est 2 projets, les meilleurs projets que la banque, je dirais bien, c'est que le président de la Banque islamique de développement, Ahmed Mohamed Ali, a dit, le plus réussi, le projet plus réussi est financé par la Banque islamique. Je commence d'abord par Palam, qui a été pris comme projet clé, projet modèle, durant la réunion annuelle de la Banque islamique à Jakarta. Et le nouveau projet, c'est le projet du président de la République, M. Macky Sall. C'est le projet qui est taillé avec le programme d'émergence du Sénégal. C'est un projet qui a un impact sur le plan d'infrastructure, sur le plan de mobilité, pour Dakar, qui est en quelque sorte une presqu'île, et qui va certainement créer beaucoup d'emplois pour les jeunes, le souci majeur du président de la République. Les 197 milliards de francs CFA octroyés par la Banque islamique de développement représentent le financement donc le plus important dans ce projet de train express régional. Il s'agit des travaux des lots 1 et 3 relatifs au génie civil, une phase essentielle pour bien démarrer le projet au mois de novembre prochain. Voici à ce propos le ministre de l'économie et des finances au micro de Dahaba. La BID va intervenir pour 42%. Le lot 1, c'est-à-dire les infrastructures,
Donc ce lot est financé par la BID. Nous avons aussi d'autres lots qui concernent la construction des gares et autres, où la BID va intervenir aussi. Je pense que 197 milliards, c'est important. Ce projet va démarrer très bientôt, comme le veut le président Macky Sall. Nous avons signé la convention aujourd'hui. Les procédures de passation de marché sont en cours. Le président Macky Sall nous a instruit de faire démarrer les travaux au mois de novembre. Le Premier ministre est en train de coordonner et nous travaillons sous son égide pour que chaque ministre, en ce qui le concerne, puisse faire sa part de ce projet et que les travaux puissent démarrer au mois de novembre, comme le veut le président Macky Sall. Comme annoncé en titre, on fait le point à présent sur la mesure concernant la régulation des loyers qui, à sa deuxième année, des milliers de contentieux ont été enregistrés. Les réclamations ont certes baissé, mais il faut des solutions à long terme. Le chef de l'État demande notamment au gouvernement de veiller au respect des droits des locataires, mais aussi des bailleurs. Les précisions de Seydina Alioufal dans ce dossier. Elle a été votée en 2014. La loi portant baisse des loyers émane d'une décision présidentielle, une mesure économique et sociale qui vise à accroître le pouvoir d'achat des consommateurs et réduire les spéculations sur le marché de l'immobilier. La régulation des loyers a marqué sa deuxième année. Des bailleurs ont respecté la mesure, mais certains d'entre eux essaient de trouver des moyens de contourner la loi. À part le fait que les bailleurs ont compris les dispositions de la loi pour s'y conformer, une autre partie de bailleurs ont pris leurs dispositions pour contourner les dispositions de cette loi-là. Ce qui fait que les dispositions du Code des obligations civiles ont été invoquées par plusieurs bailleurs avec l'appui du huissier pour servir des commandements de mise en congé à des locataires. En fin 2014, près de 1000 cas de demande de congé ont été notés. Nous avons reçu une convocation de la part d'un huissier. Le bailleur nous a demandé de plier bagages puisque selon lui, le bâtiment est en ruine. Nous sommes allés au tribunal. Nous sommes rendus compte qu'en réalité, les gens ne font pas sortir les locataires pour mettre leur propre famille ou pour reconstruire. Ils font sortir les locataires pour reprendre l'immeuble et remettre à un nouveau locataire l'immeuble convenant à un nouveau prix supérieur à celui qui avait été fixé par la loi. C'est extrêmement difficile de faire appliquer la sortie de congé. C'est la raison pour laquelle sur les 987 cas que nous avons eus en 2014 de demande de congé, pour les 900, nous avons eu gain de cause. Plus de 10 000 cas ont été enregistrés, mais le numéro vert pour les réclamations a été supprimé. Les contentieux sont désormais vidés devant le juge des loyers. Il y a toujours des gens qui essayent de contourner la réglementation, mais il faut nécessairement que le consommateur réclame son droit. Je donne un exemple. La loi dit que si vous devez louer votre maison, vous devez calculer le prix sur la base de la surface corrigée. Ça veut dire que vous devez faire le calcul, parce que le calcul protège le bailleur. Il prend en compte tous les investissements du bailleur dans la maison pour pouvoir fixer le prix. Et la loi dit que si vous prenez une maison, le bailleur doit vous donner ce document-là avant que vous ne lui payiez le premier mois de loyer. S'il ne vous le donne pas, il risque une amende de 200 000. Et si, par ailleurs, il vous met un prix supérieur au prix qu'il devait faire, il risque jusqu'à 6 mois de prison. Donc, la loi a protégé le locataire. Le président de la République a demandé au gouvernement de veiller au respect des droits des locataires, mais également des bailleurs. La loi protège les bailleurs en disant que le bailleur doit calculer selon la surface corrigée parce qu'on tient compte de tous ses investissements. La loi protège le bailleur en disant que si vous êtes locataire et que vous ne payez pas le bailleur a le droit de vous faire expulser. Donc, si vous ne payez pas un seul mois de loyer, il a le droit de commencer la procédure. Des solutions, il en existe. La solution, c'est de revenir à ce qu'on avait fait en 2014 en imposant un contrôle strict à travers la fédération de tous les moyens dont dispose l'État, à travers les services compétents que sont le cadastre, que sont le commerce, que sont les forces de sécurité. Parce que cette synergie-là nous avait permis en 2014 de régler une partie du problème, parce qu'en 2014,
2015, nous avons noté et réglé 10 000 cas. Donc il faut qu'il y ait une sorte d'organisme qui puisse en permanence à la fois faire des contrôles sur le terrain, mais en même temps traiter toutes les réclamations, de sorte que les gens comprennent que bon, maintenant, il y a un organisme officiel du gouvernement, parce que bon, nous, on n'est pas un organisme du gouvernement en tant qu'association de consommateurs. Bon, la commission, elle a fait la baisse, mais il faut instituer un organe permanent, donc qui va permettre de pouvoir faire les évaluations, parce que de temps en temps, il faut réévaluer les coûts, etc., pour que le bailleur sache qu'en permanence, il y a quelqu'un qui veille sur lui. Beaucoup de cas sont réglés au tribunal. Je pense qu'on doit vulgariser cette loi pour que chacun puisse connaître son contenu. Les réclamations des locataires ont certes baissé, mais les préjudices demeurent du fait de la résistance de certains bailleurs. Voilà pour le dossier du jour. C'est le moment maintenant d'accueillir notre invité. Il s'agit de Maître Moussa Diop, directeur général de Dakar Demdik. Bonsoir, Monsieur Moussa Diop. Bonsoir, et merci d'être avec nous. Moi qui vous remercie. Voilà. Votre structure va bientôt mettre en circulation 475 nouveaux bus, ce qui va sûrement renforcer le parc existant. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment va se passer la répartition de ces lignes? Merci beaucoup, Madame Barlet, de me donner l'occasion de parler de Dakar Demdik et d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette société qui s'occupe essentiellement du transport public des voyageurs. Aussi bien à Dakar, mais bientôt également dans tout le Sénégal à travers le projet Sénégal Demdik. De mémoire de Sénégalais, c'est la première fois qu'un projet aussi consistant est réalisé, pensé par le chef de l'État, que nous remercions au passage, que le Sénégalais remercie au passage, qu'un projet aussi consistant est pensé et réalisé quasiment en 1 année et demie. Je rappelle que 475 autobus sont déjà arrivés au Sénégal, 9 arrivés au Sénégal depuis une quinzaine de jours, et que nous sommes en train de traiter pour les remettre dans le réseau de façon systématique. Et pour cela, nous nous préparons à relever le défi de la régularité dans la capitale. Aujourd'hui, je peux vous confirmer, à la date du 5 octobre prochain, que le réseau sera régulier et que, bien entendu, les Sénégalais, la souffrance des usagers sera tout simplement atténuée. Nous nous préparons à la rentrée des classes. Et bien entendu, nous nous destinons également vers une nouvelle manière de gérer Dakar Demdik à travers le projet Sénégal Demdik. Des bus climatisés qui n'ont jamais existé au Sénégal depuis l'indépendance, qui quitteront Dakar pour relier quasiment toutes les régions, avec le confort qui va avec, la sécurité également, mais surtout la ponctualité. Oui, et ces nouveaux bus que vous allez mettre en circulation, les 475 nouveaux, concernent ce projet, ce concept de Sénégal Demdik, ou bien c'est seulement pour Dakar pour l'instant? Voilà, ce projet se dessine comme suit. Nous avons 400 bus urbains dans ce projet qui vont venir renforcer le réseau de la capitale. Vous savez que lorsque les populations, nous les avons bien entendues, restent 1 heure de temps devant les arrêts de bus sans voir passer un bus, c'est problématique. Surtout que la question de la mobilité urbaine est essentielle dans un pays, surtout le développement économique d'un pays. Nous l'avons compris et le chef de l'État nous a instruit de respecter vraiment la ponctualité dans la capitale et a vraiment envoyé toute l'équipe de Dakar Demdik étudier comment nous pourrions avoir des bus adaptés. Nous sommes déplacés plusieurs fois à l'étranger pour voir plusieurs types de bus et un projet intéressant a été entériné. Aujourd'hui, tous ces bus-là sont arrivés à Dakar. Inch'Allah, je pense, je vous l'ai dit, dans 10 jours, vous aurez ces bus dans le réseau. Il y en a même que vous voyez, c'est juste pour les tester également, mais c'est sûr et certain que d'ici le 5, avec la rentrée scolaire, nous aurons ces bus dans le réseau. Et vous avez aussi ouvert de nouvelles lignes au niveau de Dakar Demdik. Comment cela va contribuer? Également, c'est important de ne plus faire uniquement de l'urbain-urbain. Il faut également associer la banlieue et la haute banlieue. D'ailleurs, le chef de l'État, je me rappelle, a été l'un des précurseurs de cette idée de dire que le Sénégal ne se limitait pas uniquement à Dakar. Aujourd'hui,
par temps, nous exploitons 24 lignes, nous allons passer à 38. Il y a 14 nouvelles lignes qui sont créées et autorisées par le CETUD, qui assure la régulation du transport dans la capitale, qui vont être créées. Et même, je dis bien dans quelques jours pour ça. Nous aurons 38 lignes. Donc la haute banlieue sera vraiment bien desservie. Il y aura même des lignes interbanlieues. Ensuite, nous allons passer à la phase du Sénégal-Demdik. Ce sont des bus qui vont quitter, je dis, la capitale. Dans une première phase, nous avons 45 bus. Dans ce projet, 45 bus qui vont quitter la capitale pour relier Touba, pour relier Tivaouane, pour relier Saint-Louis, Podor. Ils vont relier Matam, la Casamance, Kaolack, Thiès. Vous voyez, donc on va mailler le territoire avec des bus confortables. Je sais que ça pose un petit problème avec ceux qui avaient l'exploitation de l'interurbain, les horaires, mais je pense que le Sénégal a besoin de bus confortables, de bus climatisés, pour vraiment permettre aux usagers de voyager dans de meilleures conditions. Ce projet inédit, d'ailleurs, permettra également aux Sénégalais de ne plus être pris en otage, parce que vous savez que lorsque chaque fois qu'une fête religieuse, un gamou, magal arrivait, les gens haussaient les tarifs discrétionnairement et c'est à prendre ou à laisser. Je rappelle et je dis très clairement dans ce plateau que le tarif de janvier sera le tarif de décembre à Dakar Dem Dikk, parce que Dakar Dem Dikk est là également pour la population et surtout préfère faire un tarif social. Mais il y a eu une concertation au moins peut-être avec les transporteurs ou ceux qui font les bus horaires comme on le dit. Vous savez, je dis, parce que si à une période déterminée, l'État n'était plus là parce que compte tenu des difficultés de Dakar Dem Dikk, les horaires et les privés avaient pris le relais. Et ça a arrangé tout le monde. Mais à partir du moment où l'État revient, veut vraiment que la régularité soit de mise, et surtout la sécurité routière, amène 475 autobus. C'est même pas encore terminé, il y a autre chose derrière. On ne va pas parler parce que 45 bus interurbains, ce n'est pas suffisant. Il y a des villes qui se lèveront pour dire nous aussi. Il faut quand même que les gens comprennent qu'on est là pour satisfaire les usagers. Et j'ai même entendu quelque part certains dire enlever la climatisation pour qu'on accepte que le Sénégal Dem Dikk marche. Je dis rehausser la qualité, il faut suivre la qualité vers le haut et ne pas baisser la qualité. Nous avons beaucoup d'accidents dans ce pays et il est important de mettre un peu d'ordre et nous remercions vraiment l'État du Sénégal dans ce domaine-là d'avoir pris des mesures pour mettre des bus neufs. Surtout que, je rappelle, lorsqu'un autobus est beaucoup plus âgé que son conducteur, ça pose problème. Il faut renouveler le parc. Ouais. Donc, je crois que vous êtes inscrit dans cette dynamique. Voilà, merci à vous, Maître. Vous avez un dernier mot peut-être à placer avant de clore cet entretien? Oui, le dernier mot que je lance, c'est que aujourd'hui, le Sénégal Dem Dikk, le Dakar Dem Dikk, avec ce climat apaisé qui est revenu dans ces sociétés, moi je ne suis là que depuis 2 ans, mais on a beaucoup discuté, on a beaucoup fait avec l'ensemble des travailleurs, des salariés de Dakar Dem Dikk, des syndicats, et on s'est entendu sur l'intérêt supérieur de l'entreprise et des Sénégalais et non sur nos intérêts particuliers. C'est pourquoi ce qui est faisable est fait, c'est pourquoi nous avons une paix sociale, mais ce qui est à faire également sera échelonné. Ça n'a pas été facile, mais nous devons tenir ce Dakar Dem Dikk ainsi que les bus en le considérant comme un patrimoine national qui n'est pas à détruire. Je lance un appel vraiment à toute la population sénégalaise à considérer que ces bus sont leur patrimoine, leur bien, et que chaque fois qu'il y a des problèmes, il y a d'autres solutions que d'aller caillasser des bus, sachant que faire venir des bus au Sénégal, ce n'est pas une chose aisée. En plus, beaucoup d'investissements de la part de l'État, n'est-ce pas? Voilà, merci à vous, Maître Moussa Diop, d'avoir accepté notre invitation. Mais restez avec nous pour parler des préparatifs de la rentrée scolaire. Le Haut Conseil du dialogue social a initié pour la 2e fois une session pré-rentrée. Donc, il a convié tous les acteurs de l'éducation. Il s'agit notamment du gouvernement, des syndicats et des parents d'élèves. L'objectif est de proposer des solutions pour une année scolaire apaisée. C'est un compte-rendu de Eliman Daou. Les acteurs de l'éducation autour d'une table. Les travaux de la session pré-rentrée 2016 sont lancés. Gouvernement, syndicats et parents d'élèves cherchent des solutions dans l'optique d'une année scolaire sans perturbation. Ce sera sous l'arbitrage du Haut Conseil du dialogue social. Nous allons mesurer avec eux, avec les représentants des ministères au niveau le plus élevé, le niveau d'exécution des engagements.
s'il y a des retards, c'est un gouvernement. Donc on ne peut pas dire que tout soit fait à 100%. Nous allons identifier aussi les contraintes pour voir qu'est-ce qui fait que, par exemple, le gouvernement n'a pas eu à exécuter ça et à quoi le gouvernement s'engage. Le gouvernement du Sénégal s'est impliqué dans cette session avec la présence de 6 ministères. Il compte jouer sa partition pour une année scolaire apaisée. Le gouvernement, par la voix de M. le Président de la République, est mobilisé pour apporter son appui au Conseil du dialogue social, à tous les partenaires pour travailler dans cette direction. Je pense que c'est ce qui est le plus essentiel. C'est un mot de... On espère que l'année scolaire va se passer de manière apaisée. Les syndicats d'enseignants ont affiché leur volonté d'œuvrer pour la pacification de l'environnement scolaire, mais gardent leur fermeté. Ce que le peuple attend du gouvernement, ce que les enseignants attendent du gouvernement, ce que les élèves attendent du gouvernement, c'est que les engagements qu'ils ont pris devant la nation, le peuple, l'opinion nationale, internationale, qu'au cours de cette session, qu'ils nous apportent des réponses claires et précises. L'environnement scolaire a connu plusieurs perturbations ces dernières années, ce qui a négativement impacté les résultats des élèves. Beaucoup d'espoirs sont alors mis sur cette session pré-rentrée. Il est attendu une cohésion entre les différents acteurs pour une année calme et sereine. Et ici, justement, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Pour certains élèves, inimaginable d'acheter des fournitures sans une gourde. Cet accessoire est devenu essentiel pour eux, surtout en cette période de chaleur. Du côté des vendeurs, on se frotte les mains. C'est un reportage de Mansourba. À une semaine de la rentrée des classes, les opérations d'assainissement sont en cours dans les écoles de Matam. Le désherbage a été déjà fait dans les établissements visités à l'école élémentaire 2. Voilà, donc nous allons retrouver Mansour Bar dans quelques instants. En attendant, on va vous proposer un reportage de Oumou Kalsoum Sall du côté de Matam où la rentrée scolaire se prépare également. Donc l'heure est au désherbage mais également au coup de balai dans les écoles. Nous retrouvons Oumou Kalsoum Sall, notre correspondante à Matam. À une semaine de la rentrée des classes, les opérations d'assainissement sont en cours dans les écoles de Matam. Le désherbage a été déjà fait dans les établissements visités. À l'école élémentaire 2 de la commune, le directeur se dit prêt pour accueillir les élèves. Oui, le nettoyage, les parents d'élèves ont déjà fait quelque chose. Et le premier encore, la communauté va revenir pour rendre encore l'école plus belle, plus accueillante. C'est dire que déjà, il y a une grande partie qui a été faite. Les tableaux sont repeints grâce aux partenaires. Nous avons déjà le matériel, les manuels qui sont mis à la disposition, qui seront mis à la disposition des enseignants. Il y a également que le maire et les partenaires ont eu à nous donner des cahiers. Nous allons également remettre ça aux élèves. Dans cette école élémentaire, toujours dans la commune de Matam, les travaux de construction de 2 nouvelles salles de classe sont en cours. Un besoin qu'avaient exprimé les responsables de cet établissement. Oui, le besoin était là parce qu'on avait construit 2 nouvelles salles. Les 2 salles n'ont même pas fait 4 ans. Il y a des fissures. Le préfet même nous a sommé de ne pas faire entrer des gosses à l'intérieur parce que le bâtiment présente des risques de sécurité. Finalement, l'État est parvenu à nous donner encore 2 nouvelles constructions de salles. Mais on espère que ces salles-là seront bientôt prêtes, peut-être d'ici la fin du mois de novembre. L'inspecteur d'académie et ses collaborateurs suivent de près les préparatifs. À la suite du séminaire de rentrée que nous avons tenu à Salé avec M. le ministre de l'Éducation à notre retour, la première chose que nous avons faite, c'est d'envoyer des correspondances aux IEF et aux proviseurs pour leur demander justement, dans une action synergique de la communauté et de l'ensemble des acteurs, de s'engager dans le désherbage et le nettoyage des écoles. Je crois qu'au moins, on a commencé à voir les résultats, comme dans cet établissement où nous sommes. Et je sais que le week-end prochain, dans la commune de Matam, en rapport avec M. le maire et d'autres partenaires, il y a de grandes opérations qui seront menées, des opérations Set-Setal. Des dispositions sont aussi prises pour que le concept Ubutei Djangtei soit effectif. Nous avons envoyé une note circulaire à l'ensemble des IEF et des proviseurs
mais aussi des chefs des services rattachés, pour leur demander à la date donc du 3 de nous faire remonter l'état de présence des enseignants et du personnel administratif au niveau des écoles. Cela nous permettra essentiellement de suivre cette rentrée-là, de prendre les dispositions pour que tout ce qui enfreindrait justement le bon déroulement de la rentrée scolaire, nous puissions pratiquement prendre les dispositions telles que nous le recommandent les textes en vigueur. Dans le cadre du PACEP, 29 salles de classe ont été construites à Matam. L'objectif est de mettre fin aux abris provisoires dont le nombre reste encore important dans la région. Préparatif de la rentrée, toujours pour certains élèves, inimaginable d'acheter des fournitures sans une gourde. Cet accessoire est devenu essentiel pour eux, surtout en cette période de chaleur. Du côté des vendeurs, on se frotte les mains. C'est un reportage de Mansourba. Des marchands ambulants avec des gourdes, on en trouve un peu partout dans beaucoup d'artères de la capitale en cette veille de rentrée. La vente de ces accessoires pour enfants est à la mode et les vendeurs y trouvent leur compte. Machallah moom ak ouverture bi nii ñi gaay ñi ngi ñëw nànk na xale ñoom bu ñé en général yi ñuy choisir mooy comme ñu am seen héros yi wala yi am dessin. Ça marche avec la rentrée. Les enfants choisissent des gourdes avec leurs héros, ça les attire. Ce sont les gourdes isothermiques qui se vendent le plus. Les prix diffèrent. Les gourdes grand modèle coûtent 8 000 francs. Il y en a aussi à 6 000 et 4 000 francs pour les gourdes glaciaires. Kii bi nga bëgg am na aussi gourde simple yi ay 2 000. Voilà 3 000, 2 500, ça dépend de la façon dont vous voulez. Habituellement, ces gourdes étaient destinées aux enfants, mais depuis un certain temps, les adultes commencent à les utiliser pour différents motifs. Les sportifs l'utilisent beaucoup. On peut y mettre de l'eau, du jus, etc. C'est bien pour la conservation. Du côté des parents d'élèves, on ne pense pas acheter des fournitures sans la gourde, un accessoire essentiel pour les enfants. Oui, j'ai prévu d'acheter des gourdes, mais des gourdes de bonne qualité. C'est tout à fait nécessaire pour les enfants parce qu'on ne sait pas à l'école, ils peuvent utiliser n'importe quelle eau qui peut amener des problèmes sur le plan de la santé. À quelques jours de la rentrée, les parents d'élèves font tout pour avoir la liste complète des fournitures. En plus des gourdes, ils devront aussi acheter des sacs et autres habits pour bien entamer l'année scolaire. Voilà pour les sujets consacrés aux préparatifs donc de la rentrée scolaire. Et puis la région naturelle de la Casamance étrenne sa nouvelle cour d'appel, une infrastructure réalisée dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne. Elle fait partie d'un vaste programme du chef de l'État qui vise à moderniser le secteur de la justice. C'est le ministre de tutelle qui a procédé à l'inauguration. Les détails avec Salou Sek. Au cœur du quartier Escale se dresse majestueusement la nouvelle cour d'appel de Ziguinchor, un bijou réalisé dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne. Pour démarrer les activités de cette nouvelle juridiction, le ministre de la Justice est venu procéder à son installation, un événement symbolique qui a vu la participation des acteurs de la justice. Monsieur le Président de la République, Macky Sall, a définit le cadre de ce que doit être la modernisation de la justice. Et celle-ci se décline en 3 points. La première, la construction des infrastructures. Et aujourd'hui, vous avez pu voir que ce bel édifice architectural, qui est un bijou, représente la solennité de la justice et celle qui requiert à la fois la confiance du justiciable, mais également aussi le respect du justiciable, pour ne pas parler de sa crainte. Cette juridiction nouvelle était attendue depuis fort longtemps par les populations de la Casamance. Avec son installation, les populations des 3 régions naturelles n'ont plus besoin de se rendre à Dakar pour faire appel. Combien ont eu à renoncer à leur droit de relever appel d'une décision qu'ils n'agréent pas? Ils sont sans doute nombreux, mais on peut le comprendre. Quand les justiciables devaient quitter Médina Yoro Fula,
Dans la région de Kolda, pour aller à Dakar, il fallait subir les rigueurs de la traversée d'un pays frontalier et ne rallier Dakar qu'au bout d'un voyage de 630 km.